Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Lacan, nous et le réel, deuxième séance. Donc je vais essayer d'aborder aujourd'hui quelque chose d'assez complexe, puisque j'en ai par anticipation dévoilé un petit peu la dernière fois les ferments. C'est le réel en tant qu'il concerne la différence sexuelle. Ça, c'est un problème majeur, parce que justement, peut-être en introduction, je vais rendre un hommage et exprimer ma gratitude envers le philosophe Slavoj Žižek, qui est le philosophe post-lacanien par excellence, puisque lui a perçu dans cette notion de réel chez Lacan l'importance tant sur le plan bien sûr subjectif, c'est-à-dire le plan qui nous concerne tous, mais chacun dans notre singularité de sujet, que sur le plan collectif et donc politique. Donc lui, il a parfaitement perçu cela et il n'a pas hésité à s'engager politiquement, justement, en faveur de la révolution, entre guillemets. On sait ce que ça veut dire révolution pour Lacan, c'est revenir à la même place. Donc, la révolution lacanienne du sujet, et il n'hésite pas, pour ce faire, à prendre des positions politique extrêmement radicale. Et qui le mettent en porte-à-faux avec les médias, notamment, bien sûr. Alors, il est assez connu et assez respectable, puisqu'il dirige un département à la grosse université de Birkbeck à Londres, pour avoir une tribune ouverte dans les médias. Mais malgré tout, même là, en fait, le Guardian, qui publiait ces textes, j'ai appris par Maria Aristodemou que ils étaient plus très favorables au fait de le publier parce qu'il se montrait trop impolitiquement correct. Donc ça, si vous voulez, le problème du réel chez Lacan, c'est qu'il comporte beaucoup plus loin, et Žižek le dit par rapport à son ami Badiou, qui crédite d'être vraisemblablement le seul philosophe qui a compris les enjeux de notre civilisation agonisante. Lacan va beaucoup plus loin que Badiou, notamment par la gestion de la pulsion de mort, et que Badiou refuse, il ne veut pas comprendre vraiment ce concept-là, disons que ça ne rentre pas dans son système. Et pour Žižek, en fait, il y a quelque chose chez Lacan qui peut laisser entrevoir d'un véritable bouleversement politique, mais qui passerait, bien sûr, par une révolution subjective préalable. Disons que ce n'est pas quelque chose qui peut s'amorcer comme ça socialement, parce qu'en fait, il y a juste la figure des maîtres qui change, mais il n'y a pas véritablement de changement dans l'asservissement et l'aliénation. Par contre, ce que propose Lacan, c'est véritablement un enjeu politique majeur, et il est le seul à avoir repéré ça, et comme par hasard, il est le seul à réellement comprendre, réellement c'est le terme, le réel au sens lacanien. Alors parmi les difficultés d'approche de ce réel, on en a vu la dernière fois avec quelques exemples. Là, si on veut l'aborder sur le plan de la différence sexuelle, alors bien sûr, on a la grosse tendance
qui est portée par le politiquement correct, de dire que oui, mais alors, et le mariage gay, etc. Parce que ça, c'est une confusion de plans. C'est-à-dire qu'il y ait des droits civiques, des droits sociaux équivalents, en fait, pour les différents types de sexualité, ça ne rentre pas, ça ne pose pas de problème, ça ne rentre pas en ligne de compte, ça ne pose pas de problème à la psychanalyse. Ce qui pose problème, en fait, c'est le discours politiquement correct qui tend à dénier la différence sexuelle. Et parmi les tenants du déni de la différence sexuelle, donc il y a bien sûr Judith Butler et sa fameuse gender theory, et on a tendance à voir ça comme quelque chose d'assez éloigné de nos réalités, etc. Mais en vérité, il faut savoir que par un curieux parcours, les idées, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment des idées d'ailleurs, ce sont des récupérations de bouts de discours qui sont retraités par l'université américaine, qui finissent dans l'université française et qui finissent par influer directement sur les choix politiques. Et il faut savoir que cette vague du mariage pour tous, etc., rien que dans le terme pour tous, on sent qu'il y a un problème, puisque ça ne peut pas être pour tous, c'est le mot même pour tous qui pose problème, c'est-à-dire que c'est considérer une totalité. On verra que de la totalité au totalitaire, il y a quelque chose qui va de soi. Donc, dans ce fameux mariage pour tous, il y a la gender theory derrière, c'est-à-dire qu'en fait, une confusion du genre et du sexe qui est entretenue, et qui est entretenue non pas par des gens qui sont conscients de ces choses-là, mais par le discours lui-même, puisque on a déjà assez parlé, le discours capitaliste qui domine en fait la plupart de nos réflexions. Il ne faut pas croire que nous sommes exempts de réflexions qui sont directement instillées par le discours capitaliste. Ce discours capitaliste-là, il induit certaines valeurs, entre guillemets, ce ne sont pas vraiment des valeurs non plus, ce sont des bouts de discours dans lesquels nous sommes pris du fait même que nous faisons partie de cette société-là. Or, aborder le réel de la différence sexuelle, c'est aborder justement quelque chose qui pose problème autant sur le plan subjectif que, évidemment, sur le plan politique collectif. Parce que ça demande une articulation précise. Il ne s'agit pas de réfuter des droits sociaux à des populations entières parce qu'elles ont choisi un certain type de sexualité. Puisque, au fond, pour la psychanalyse, c'est pas là que se situe le problème. Puisqu'il n'y a aucune norme sexuelle pour la psychanalyse, puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel. Donc il y a des normes sociales, justement, faute de toute norme sexuelle. Alors, pour revenir sur la différence sexuelle, Lacan emploie peu ou pas le mot différence sexuelle, mais pendant ces vacances, j'ai relu pour la énième fois le séminaire Encore, puisque c'est à partir de là que s'opère chez Lacan une conversion, une sorte de métanoïa, c'est-à-dire qu'il était parti sur une mathématisation de la psychanalyse, un usage des mathèmes qui faisait que la psychanalyse pouvait avoir droit à une considération de type scientifique. Alors pour Lacan, bien sûr, scientifique, il sait très bien, puisqu'il a fondé la théorie du discours, que ça ne peut pas être le sens scientifique tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais c'était dans la véritable perspective, intention freudienne que la psychanalyse soit considérée comme une science. Parce que lui, à son époque, en fait, il était encore dans la possibilité
d'entrevoir dans la psychanalyse la notion d'un universel. Sauf que bien sûr, c'est un universel paradoxal, puisqu'il n'y a pas un universel qui vaut pour tous. Le seul universel accessible est celui du sujet, c'est-à-dire de la singularité absolue de chaque sujet. C'est pour ça que pour Lacan, en fait, la psychanalyse, c'est la science du particulier. Donc on ne peut pas tirer des axiomes qui valent indifféremment pour chacun, puisque là on est justement dans le discours scientifique tel qu'il le définit par la suite, c'est-à-dire un certain type de lien social qui repose sur le déni de la division du sujet. Par contre, l'universel véritable, c'est le sujet divisé. Donc, en fait, il n'y a pas d'autre universel que son particulier lui-même. Alors là, on est presque dans une identité spéculative hegelienne, mais au départ, sa tentative de jouer comme ça avec les mathèmes et de faire en sorte de déployer la logique, c'était essentiellement pour conférer à la psychanalyse le sérieux et la rigueur de son approche logique. Avec encore, il change de cap, c'est-à-dire d'un seul coup il se rend compte que c'est une impasse d'une certaine manière de vouloir traiter de la psychanalyse sous la forme de mathèmes, parce qu'entre-temps, bien sûr, il aura fondé ses discours, et bien que ces mathèmes du discours marchent très très bien, hein, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, justement, dernièrement, il y a eu une petite... on avait fait nous-mêmes un petit séminaire sur les 4 discours, mais l'approche qu'en fait Zizek en montrant comment les mathèmes fonctionnent d'un discours à l'autre est absolument remarquable. C'est-à-dire que ça marche très très bien. As Lacan puts it, the trick of the university discourse is that it pretends to be, oh, it's just neutral knowledge, but it's really master, or to put it in fashionable terms, it has an enormous subversive position. It's not that of a pervert, but it's that of a... new knowledge is produced only by hysterical discourse. And these are really noble points around which you can generate so many... Mais ce n'était plus le chemin de Lacan dans Encore, puisque à partir de Encore, il essaye de redéployer en fait ce qui est à l'origine même de la psychanalyse, c'est-à-dire la notion d'amour, de jouissance et de désir, et notamment en réintroduisant la jouissance féminine. C'est-à-dire que justement, on peut dire que ce qui met en faillite le discours scientifique, c'est la jouissance féminine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est purement logique et d'un côté, d'un autre qui est exclusivement de l'ordre du ressenti pour les femmes, mais elles ne peuvent rien en dire. En tout cas, elles n'en disent rien. Il s'en plaint dans Encore. Il dit qu'elles sentent quelque chose de cet ordre-là, mais qu'elles n'en parlent pas. En tout cas, elles ne disent pas tout, et donc il joue avec son mathème, justement. Alors, c'est là aussi où il met en place les mathèmes. La difficulté, en fait, de la perception de la justesse du discours psychanalytique, c'est de concevoir que il y a un écart qui passe non pas entre notre corps et notre psychisme, parce que c'est comme ça, c'est-à-dire depuis très longtemps, depuis Descartes, mais même après Foucault, ce qu'il appelle le moment cartésien, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on vit cette sorte de dualité, c'est-à-dire que mon corps semble obéir à quelque chose, ma psyché à une autre, et donc je place l'écart entre la psyché et le corps, entre mon psychisme et le corps. Alors qu'en vérité, l'écart, il est inhérent au psychique lui-même dans son rapport à la logique. C'est-à-dire qu'il y a une logique
qui détermine le psychisme, et le psychisme, lui, est en écart par rapport à cette logique. Donc l'écart passe entre le logique et le psychique. C'est pour ça que Lacan était très féru de philosophie, non pas pour abonder dans le sens philosophique, puisqu'on connaît assez sa réserve vis-à-vis de la philosophie, et on l'a déjà un peu exploré, on l'explorera à chaque fois, mais ce qui compte pour Lacan, en fait, c'est que il y a une logique à l'œuvre, et cette logique-là, il va la cerner. Et le réel, notamment, puisqu'on y vient, c'est un pur moment logique, en fait. Il n'est pas perceptible a priori, c'est-à-dire que pour être rigoureux dans la logique, on est obligé de le reconstruire après coup, comme quelque chose ayant eu lieu, mais n'étant pas perceptible par l'essence, pour avoir eu ces effets-là sur le psychique. C'est le cas du traumatisme, hein, ou des souvenirs écrans, c'est-à-dire que, en fait, des gens qui sont soumis à un traumatisme, par exemple, bon, puisqu'on vient d'arrêter là, le présumé logisticien des meurtres de masse de Paris, il s'est passé des choses, là, on en a déjà parlé la dernière fois, mais ça vaut peut-être le coup de le redire, c'est que comment ça fonctionne un traumatisme? C'est des gens sont baignés dans une certaine réalité, le réel fonctionne comme une effraction, il y a une effraction du réel qui vient désintégrer la réalité existante, c'est-à-dire que toutes les coordonnées s'effondrent, on ne sait plus ce qu'on fait, ce qu'on est, qui on est, où on est, etc. Et quand les choses reviennent à la normale, c'est-à-dire quand on revient dans le royaume du fantasme, c'est-à-dire de la réalité, on va s'apercevoir que la plupart des gens qui ont vécu ça n'ont pas du tout vécu de la même manière. Et il y en a qui, par exemple, étaient directement aux premières loges et qui, en fait, semblent avoir intégré cette chose-là. Il y en a qui sont juste des parents ou des voisins, des victimes, etc., qui ont subi le traumatisme beaucoup plus fort que ceux qui y étaient. Donc, cette notion de réel, c'est quelque chose de difficile à cerner, comme on l'a vu la dernière fois, parce que c'est pas quelque chose qui apparaît dans la réalité, c'est quelque chose qui soutient comme un point extérieur qui vient soutenir la réalité et qui ne peut être reconstruit qu'après coup, comme le traumatisme. Donc il y aura eu un moment de réel. Donc encore, il commence pas par ça, mais à un moment, il remet en scène les fameux mathèmes donc de la division entre hommes et femmes. Donc ces mathèmes, vous les connaissez tous, je n'ai pas voulu faire un tableau, surtout que je n'ai même pas retrouvé mon grand séminaire, je l'avais mis. Mais en fait, c'est pour le côté homme, c'est pour tout x, phi de x, et sa contrepartie, il existe un x tel que non phi de x. Ça définit le côté masculin, la part homme, de ce type de rapport au langage que nous avons. Parce que ce qui définit la sexuation, et là on n'est pas dans la sexualisation, c'est là où il y a un problème entre la psychanalyse et la philosophie, où le sujet ne cerne pas, ne dit pas la même chose, c'est qu'on a un côté homme et un côté femme avec, en fait, l'autre versant, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, donc c'est formule mathématique, vous savez, c'est un E à l'envers avec une barre au-dessus, un X tel qu'il ne soit pas soumis à phi de X, et son contrepoint, pour tout X, mais là, Lacan fait porter la négation sur le A à l'envers qui veut dire pour tout, pas pour tout X, phi de X. Donc, pas toutes les femmes sont soumises pour pas toutes les femmes, il existe la fonction phallique. Plutôt. Donc, ces notions-là, en fait, ce sont la manière dont
dont il manie ces mathèmes-là mettent en place la différence sexuelle sans qu'il la nomme comme telle, et il la définit, lui, non pas par rapport aux attributs génitaux ou ces notions très floues de genre, mais par rapport à un certain type de rapport au langage qui est lié à la jouissance. Parce que dans Encore, c'est aussi le moment où il dit que la réalité, en fait, n'est abordée qu'avec les moyens de la jouissance, et les moyens de la jouissance, c'est le langage. Donc nous n'avons pas d'autre possibilité, en fait, de jouir que celle offerte par le langage. C'est ça la fonction phi de x, c'est la fonction phallique. C'est un paradoxe. Parce que le paradoxe, c'est que dans cette articulation des mathèmes, on retrouve, alors ça c'est assez curieux, on retrouve justement la logique d'Aristote, celle d'Apulée. Donc Apulée est un penseur mathématicien, poète, bien sûr, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de distinction. C'était la même chose, musicien, mathématicien, poète, ça participait du même esprit, qui venait justement de ce qui est aujourd'hui le Maghreb, donc au 1er siècle, et qui, lui, reprend la logique d'Aristote et arrive à la mettre en carré, le carré logique qui est presque un carré magique, parce qu'il met en place justement ce qui va nous apparaître après comme étant le réel. Donc on l'a vu la dernière fois, le réel c'est ce qui ne va pas, c'est qu'il y a toujours un reste, et qu'il y a aussi une inversion temporelle qui fait qu'on est obligé de remonter la logique à rebours pour essayer de voir ce qui a causé les effets, puisque sinon nous sommes dans une causalité uniquement signifiante, alors que la cause est réelle, et la cause c'est toujours un grain de sable, le grain de sable de l'énonciation, comme dira Lacan. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un corps qui est en même temps colonisé par le langage, intégralement, sauf qu'il y a un reste, donc c'est jamais intégralement. Et c'est cette coïncidence, disons, de ce qui est supposé après coup une jouissance primitive, mais qui n'a jamais eu lieu dans la réalité, qui va donner comme résultat, à la fin, le plus de jouir. Là, on est dans la richesse des équivoques de la langue, hein, puisque plus de jouir et plus de jouir, ça s'écrit pareil. Et donc, quelque part, il y a toujours ce plus de jouir, au final, qui nous renvoie au mythe d'une jouissance primordiale que nous aurions eu avant d'être colonisés par le langage. Mais ce moment-là, on ne peut jamais le retrouver dans le temps, puisqu'il n'existe pas dans la réalité. Et ça, c'est un point de logique. Ça, en fait, Kant l'avait déjà intuité, il a eu l'intuition de ça, avec sa différence entre le beau et le sublime. Donc, dans un premier temps, il fait la différence entre le beau et le sublime, et ensuite, il fait porter cette différence entre le beau et le sublime sur un écart inhérent au sublime lui-même. C'est le sublime mathématique et le sublime dynamique. Et dans le sublime mathématique, il met le côté femme, c'est-à-dire le patou, en fait, et dans le côté dynamique, il met celui de l'exception constitutive. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, bon, je vais un peu vite parce que je suppose que ces mathèmes-là, vous les connaissez, pour tout x, phi de x, et il existe un x, etc. Ça veut, du côté masculin, on est du côté de l'exception constitutive de la règle. Du côté féminin, on est du côté de l'impossibilité de parvenir à un tout. Il se rend compte de ça quand, dans ces apories,
dans la critique de la raison pure. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'apories qui se révèlent quand on applique les catégories transcendantales de la raison à des choses qui ne peuvent pas être soumises à l'expérience. Donc le tout, par exemple, dès qu'on considère l'univers comme un tout et qu'on applique les catégories transcendantales, on arrive à des contradictions, c'est-à-dire l'univers est fini et infini simultanément. Et quand on applique aussi ce réseau des catégories transcendantales à des choses qui ne sont pas accessibles empiriquement, par le biais de l'expérience. Par exemple, Dieu, l'âme, l'esprit. Alors là, on va arriver aussi à des conclusions contradictoires. Dieu existe et n'existe pas, le libre arbitre humain qui répond de l'âme peut ou pas s'exprimer, etc. Donc, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce quelque chose qui ne va pas, lui, il va en faire dans son système la chose en soi, la causa sui, qui représente le noumen inaccessible par rapport au monde des phénomènes. Là, on a un autre logicien qui vient par-dessus et qui est encore beaucoup plus fort du point de vue logique, c'est Hegel, bien sûr, puisque Hegel va révolutionner la science de la logique. On a un peu parlé la dernière fois, son dernier livre, d'ailleurs, c'est La science de la logique. Et lui, il va montrer que la chose en soi, c'est-à-dire le primat d'une certaine objectivité sur toute subjectivité humaine, quelque chose d'inaccessible, en fait, c'est déjà un clivage interne à la pensée, c'est-à-dire ein Gedankending, déjà une chose de pensée. Donc Lacan, lui, bien qu'il fasse beaucoup référence à Hegel, comme l'a remarqué Slavoj Žižek, c'est pas dans ses références explicites à Hegel qu'il est le plus hegelien. C'est dans la manière de jouer de ces contradictions pour définir le réel comme étant le système de contradiction lui-même. C'est-à-dire que la chose se contredit elle-même. C'est un clivage interne, c'est quelque chose qui ne va pas et qui est tout le temps présent. Or, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui évacue tout réel au profit justement du fantasme, de la réalité. Et donc, la logique du réel, comme le montre Lacan, c'est dès qu'il est refoulé, hors du symbolique, il revient. Et donc, on a à chaque fois affaire à un retour du réel sous une forme catastrophique qui provoque les symptômes aussi bien sur le plan subjectif, c'est-à-dire les symptômes dont nous sommes susceptibles d'être touchés nous-mêmes, que sur le plan collectif, c'est-à-dire le plan social. Alors bien sûr, c'est dans encore qu'il arrive à donner enfin, qu'il devient vraiment Lacan. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où il peut déployer sa pensée dans toutes les possibilités qui lui sont offertes par le lexique et la qualité de la syntaxe qui est la sienne. Surtout en se libérant non pas des mathèmes, parce qu'il peut encore les utiliser, mais d'une certaine formalisation excessive qui pouvait nuire à sa découverte. Alors là, il y a une petite incise parce que bien sûr, c'est dans encore, mais ça courait déjà avant. Avant qu'il ne puisse le dire, il le disait déjà d'une autre manière. Là, dans le séminaire 2, il dit ça, c'est dans les années 50. Bon, encore, c'est dans les années 70, donc 20 ans avant, il dit déjà « Oedipe, dans sa vie même, est tout entier ce mythe. Il n'est lui-même rien d'autre que le passage du mythe à l'existence. Qu'il ait existé ou pas nous importe peu, puisque sous une forme plus ou moins réfléchie, il existe en chacun de nous. Et il existe bien plus que s'il avait réellement existé.
on peut dire qu'une chose existe ou n'existe pas réellement. Donc vous voyez que là, il fait la différence entre la réalité et le réel, déjà sans le dire, mais il fait déjà la différence. Par contre, j'ai été surpris de voir, à propos de la cure type, un de nos collègues, on ne le citera pas par charité, humanité, opposer, c'est quelqu'un de très connu, bien sûr, qui bénéficie aujourd'hui d'une espèce d'adoration de la part des psychanalystes, qui est ridicule. Un de nos collègues opposait le terme de réalité psychique à celui de réalité vraie. Lui, il dit, voilà, je pense que je vous ai tout de même tous mis dans un état de suggestion suffisante pour que ce terme vous paraisse comme une contradiction in adjecto. Réalité vraie est une contradiction in adjecto, puisque forcément, la vérité n'appartient pas au domaine de la réalité. La vérité est de l'ordre symbolique. Donc, une réalité vraie, c'est une absurdité, surtout opposée à une réalité psychique. Ça ne veut rien dire. Donc, ça montre qu'il y a dans la justesse, dans la précision lexicale et syntagmatique et syntaxique de Lacan, quelque chose de très précieux et qu'il reconnaît tout de suite dans les mauvaises interprétations, les mauvaises lectures de ce qu'il dit. Qu'une chose existe réellement ou pas n'a que peu d'importance. Elle peut parfaitement exister au sens plein du terme, même si elle n'existe pas réellement. Ça, c'est très important pour comprendre le réel. Toute existence a par définition quelque chose de tellement improbable qu'on est perpétuellement, en effet, à s'interroger sur sa réalité. Donc vous voyez, déjà dès les années 50, il y avait cette anticipation de cette notion de réel, bien qu'à l'époque, il ne fasse pas encore, lui, directement, la différence entre la réalité et le réel. Donc là, il distingue bien donc, ce qui existe réellement, c'est-à-dire la réalité. Là, cette table, on est là, on discute, etc. On peut dire que ça existe réellement. Mais il dit que ce qui n'existe pas réellement, c'est-à-dire le mythe, a un impact sur la réalité qui n'est pas empêché par son inexistence. Donc on peut dire que le réel, justement, qu'il qualifie d'impossible dans Encore, est impossible quant à son existence, puisque c'est un point extérieur. Mais ces manifestations, elles, existent bien dans la réalité. Ça, c'est ce qui nous permet de faire un petit pont avec sa découverte dans Encore aussi sur la spécificité de la jouissance féminine. C'est-à-dire que ce qui n'existe pas, mais qui a des effets, il suffit de remplacer le terme existence par jouissance, et on se rend compte que nous sommes en plein là-dedans avec les formules de la jouissance et du rapport phallique. Parce que la jouissance de la femme qu'il dit, une jouissance autre, ce n'est pas pour autant qu'elle existe, mais elle a des effets sur elle qui justement elle-même est toujours autre. Ce qui fait que pour Lacan, en fait, il n'y a pas de... puisqu'elle est directement en prise avec l'autre, il n'y a pas pour Lacan d'homosexualité féminine. Le fait d'aimer une femme est toujours de l'hétérosexualité, puisqu'elle est toujours hétéros, elle est toujours autre, puisqu'on ne peut pas la totaliser. Le la qui est barré de la femme, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe féminin, c'est que chaque femme est déjà un tout. Et c'est donc en ça que la différence sexuelle est réelle, c'est que ça ne veut pas dire que l'autre sexe, il est trop loin ou inaccessible pour chacun,
c'est qu'il est au contraire trop proche. C'est-à-dire que nous sommes toujours pris dans l'autre sexe, qui est trop proche de nous, et c'est en ça qu'il est accessible. C'est un pli intérieur à nous-mêmes. Alors ça, c'est une notion qui peut paraître assez complexe à concevoir comme ça intellectuellement. Quand on fait du dessin de nu, on s'en rend plus facilement compte, parce que si on dessine, parce qu'évidemment, il n'y a qu'une manière d'apprendre à dessiner, c'est de faire du nu, hein, ça, tout le monde le sait depuis longtemps, il n'y a que maintenant dans les mauvaises écoles où ils suppriment les cours de nu pour faire des économies, mais du coup ils suppriment la base même de ce qui est le fondement de la vision et du rapport de la vision à l'esprit, de pouvoir dire quelque chose. C'est que quand vous dessinez des nus, vous allez voir à chaque fois des caractères primaires et des caractères secondaires chez les hommes et chez les femmes. Et en fait, aucun type n'est pur, puisque bon, ce qui est le truc, moi je cite celui-là parce que c'est celui qui me caractérise. Vous voyez, j'ai les sourcils un peu, disons, ombrageux, on va dire, hein, ils descendent sur l'arcade. On peut dire que ça, c'est un trait qu'on retrouve plutôt masculin par rapport au trait féminin où le sourcil va être au-dessus de l'arcade, ce qui donne dans la mythologie Aphrodite aux vives paupières, c'est-à-dire les femmes, elles, c'est comme si elles laissaient passer la lumière et que ça leur permettait, avec leurs yeux, de charmer et d'être justement dans ce que Lacan, enfin, reprenant une autre femme dont je ne me souviens plus le nom, nommera la parade. Et donc, ça, ce sont des traits, par exemple, un trait féminin, un trait masculin. Et en fait, vous allez voir que chez certaines femmes, et donc je pense notamment à ma fille, qui me ressemble beaucoup, ce qui n'empêche pas d'être mignonne, heureusement, elle a les sourcils aussi assez bas et non pas au-dessus de l'arcade sourcilière. Mais vous allez voir ça avec les courbes sur les avant-bras, sur l'épaule, sur les attaches, etc. Vous allez découvrir que, en fait, les hommes et les femmes ne sont pas des types purs parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Ça veut dire là que l'autre sexe est inaccessible parce qu'il est trop proche, il a été intériorisé en quelque sorte. C'est un pli interne, puisque l'un se définit vis-à-vis de l'autre. Évidemment, une autre manière de comprendre il n'y a pas de rapport sexuel, bon, vous le savez, c'est que c'est un peu plus complexe, mais c'est quand même accessible. C'est que, en fait, chaque fois que vous occupez une place, c'est celle du sujet ou de l'objet. Mais dès que vous vous adressez à quelqu'un en tant que sujet, forcément, vous vous adressez à un objet. Donc, d'une certaine manière, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que l'intersubjectivité, en fait, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, puisque nous sommes coupés de quelque chose, et ce quelque chose, on est obligé de le chercher dans le monde comme objet, puisqu'il est devant nous. C'est pour ça qu'on ouvre les yeux et qu'on cherche. C'est ça l'étymologie d'objet. Et cet objet-là, on ne peut pas le trouver, bien sûr, puisque c'est notre propre sujet en tant qu'objet qu'on cherche. Puisqu'on se cherche nous-mêmes dans le monde, étant donné que la société, le monde lui-même, qui contient la société, provient du refoulement et pas l'inverse. C'est pas il y a d'abord le monde et la société et ensuite il y a un refoulement. C'est que pour incarner potentiellement un sujet dans la réalité, il y a ce refoulement qui crée le monde devant nous. Donc nous sommes dans, c'est la fameuse phrase de Lacan, là, nous sommes dans une relation de ce qu'on croit être le monde et qui en fait n'est que notre objet petit a. Il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a. Et en fait, dès qu'il y a la possibilité pour nous de nous saisir de cette vérité-là, pour le coup, puisqu'on est dans le système symbolique quand on le dit, mais cette vérité, elle vise un certain réel, c'est ce qui définit la vérité, c'est de viser un certain réel, ce réel-là, de cet écart, de cette différence, de cet impossible, alors il y a une possibilité de réenvisager la dimension politique
avec un ensemble de sujets qui auraient fait le travail de Freud d'abord avant Marx, puisque ça c'est ma thématique de prédilection, c'est-à-dire qu'en fait les deux penseurs sont absolument intriqués. C'est pas pour rien non plus qu'ils sont juifs, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs de toute la tradition de la lettre qui a parcouru l'Europe et la mythologie Europa jusqu'à l'avènement freudien. Et cette rencontre impossible entre Marx et Freud, aujourd'hui, en fait, avec Lacan, on peut penser qu'il y a un avenir politique, c'est-à-dire une perspective, à condition, bien sûr, de faire passer chronologiquement Freud avant Marx, c'est-à-dire Freud qui intègre Marx, c'est-à-dire la révolution doit être d'abord une révolution du sujet, avant de pouvoir être une révolution sociale. Ça, c'est la grande thèse lacanienne, en vérité, puisque ceux qu'il appelle les analystes, vraisemblablement à tort, parce que la plupart des gens qui aujourd'hui se disent psychanalystes sont surtout les représentants d'une profession ou d'un métier, donc ils s'imaginent que ça leur donne un statut social, ce qui est une hérésie, puisque ça n'a rien à voir avec ça. La psychanalyse, le psychanalyste, c'est celui qui est capable justement d'avoir traversé quelque chose pour pouvoir se poser lui-même en objet, petit a, pour faire advenir le sujet divisé, et garantir quelque part que cette division du sujet est quelque chose de correct, non seulement, mais en plus de ce qui lui permet de devenir à lui-même dans son destin. Donc, Lacan parle encore d'analyste, mais on peut dire qu'il peut y avoir effectivement les analystes sérieux, comme il disait lui-même, se reconnaissent entre soi. Donc c'est un soi auquel on rajoute un R, entre soi, ça veut dire que la lumière n'est pas très bonne, on n'est pas très sûr, à leur façon de dénouer ou de reconnaître un nœud borroméen dans le noir. Donc, ce qui veut dire être capable de faire cette part des choses entre ce qu'il en est de la réalité et du réel, et de pouvoir imaginer qu'il puisse se fonder une nouvelle communauté qui puisse ensuite donner de nouvelles sociétés, parce que la révolution, la responsabilité subjective aura été absolument intégrée pour une nouvelle société qui ne passe pas l'exclusivité de son temps à se divertir. Pour reprendre le mot de Kafka, puisque pour Kafka, le seul mal, c'est le divertissement. Alors, se divertir de quoi? C'est se divertir de sa responsabilité de sujet. Donc voilà où peut nous amener le début de la réflexion sur la différence sexuelle, et c'est pour ça qu'il y a une telle pression, parce qu'aujourd'hui on fait croire par exemple que c'est une mesure de gauche. J'écris gauche, évidemment, G-O avec un accent circonflexe, parce que ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, vous l'avez bien tout de suite vu. C'est que, ce qui fait que ça n'a plus aucun sens aussi, c'est que sur les 50 États américains, je crois qu'il y en a 46 qui ont légiféré le mariage gay. Donc, on ne peut pas dire que vu en plus les élections américaines qui se profilent, ce soit une mesure absolument. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur sur le plan justement de l'évolution en tant que progrès de notre possibilité subjective et de notre liberté possible. C'est notre manière de décrypter, de pouvoir lire et de pouvoir entendre les nuances et aussi la radicalité de la position psychanalytique qui nous permet d'envisager, même si nous ne la connaîtrons pas de notre vivant, mais une possibilité de collectif qui soit autre que celui du discours capitaliste qui semble bien sûr, dans l'état des choses aujourd'hui, absolument increvable. Mais enfin, il y a déjà eu ça, il y a déjà eu des révolutions comme ça. L'Empire romain était lui-même très solidement ancré, avec une emprise
comme il n'y avait jamais eu auparavant. Et en fait, l'avènement chrétien a totalement fait basculer en l'espace de quelques siècles les fondations de cet empire-là. Donc, il n'y a pas pour nous de projet politique autre que celui d'essayer d'incarner chacun, subjectivement, cette dimension-là de ce que Lacan a appelé le discours de l'analyste, c'est-à-dire d'être au service de ce discours autant que possible, ce qui ne nous empêche pas de comprendre comment fonctionnent les autres discours et de savoir que les autres discours ont chacun leur éthique propre et de reconnaître dans ces choses-là notre position, comment nous devons nous positionner vis-à-vis de ces choses-là. J'adore ce petit morceau là. Il dit, en effet, un discours comme l'analytique vise au sens. De sens, il est clair que je ne puis vous livrer à chacun que ce que vous êtes en route d'absorber. Ça a une limite qui est donnée par le sens où vous vivez. Ce n'est pas trop dire que de dire qu'il ne va pas loin. Ce que le discours analytique fait surgir, c'est justement l'idée que ce sens est du semblant. Si le discours analytique indique que ce sens est sexuel, ce ne peut être qu'à rendre raison de sa limite. Il n'y a nulle part de dernier mot, si ce n'est au sens où mot, c'est motus. J'y ai déjà insisté. Pas de réponse. Mot, dit quelque part La Fontaine. Le sens indique la direction vers laquelle il échoue. Donc mot, ça veut dire motus. On arrête de parler.